En fait, on pourrait parler du CES parce que dans toutes les interventions que j'ai vues là, il n'y en avait pas tellement qui en parlaient. Non. Finalement. Nous, alors, on parle de l'ensemble des prédictions. je vais vous donner On t'a quelques réservé- insights sur ce qu'on y voyait quand même dans ce salon. Il y a Absolument. Quand même, alors, on va commencer par les Français. Premier slide, c'est moi qui dois cliquer Oui, sur oui. le Bitonio là. Vas-y. Donc, premier point sur les Français. Alors, moi, je suis très hard data, un peu comme les précédents. J'aime bien savoir ce qui se passe vraiment au niveau des données. Alors, il y avait 3873 exposants cette année et donc 3% de Français en nombre d'exposants, tout compris. D'accord. Il se trouve que ça fait 120 à peu près. On était 5e, donc ça, c'est quand même pas mal. Ouais. Ce que je prédis, c'est que l'année prochaine, il y en aura encore 30 à 40 de plus. Ouais. Il faut savoir que l'année dernière, il y avait en tout et pour tout, dans mon décompte perso, environ 109 boîtes. Cette année, on était à 160. Donc on passerait devant les Coréens en fait. On pourrait pour dépasser les Coréens en nombre de boîtes. Ce qui est intéressant, c'est l'aspect qualitatif, c'est pas que l'aspect quanti. Ouais. Ce que je constate, c'est qu'évidemment, dans les 1000 boîtes chinoises, là, il y en a 471 qui ont un nom qui commence par Shenzhen. Ouais, ça j'avais vu Donc, sur c'est le pas très listing. intéressant en général. Ouais. Nous, on a des boîtes sympas. On a Ouais. des boîtes qui innovent, qui ont des objets connectés vraiment différents, qui décoiffent, qui se font remarquer par les médias américains. Donc ça, c'est une belle différence. Je pense qu'on a la potentialité d'arriver à 10%. Juste sur ce point, pour nous comparer par exemple aux Allemands, nous, ce qu'on a pu observer, c'est qu'effectivement, on avait plein d'acteurs français et des objets connectés qui étaient présents. Donc c'est super, tu vois, une super nouvelle. Mais quand par exemple, tu prends des boîtes traditionnelles, en gros, tous les constructeurs allemands de voitures étaient présents. Et en France, il n'y avait pas de c'est un Français. point faible de la France, c'est Et que les donc la acteurs question, traditionnels... C'est ce que tu dis, est-ce que c'est le volume ou est-ce que c'est vraiment... c'est à l'image tu de vois l'industrie française et de ce qu'on a entendu ce matin aussi sur le grand public par rapport aux entreprises. Les startups sont là, mais les grandes boîtes Renault qui et devraient Peugeot, être là ne sont pas là. il y avait Renault Valeo, et PSA, mais si Renault, je les ai vus, mais ils sont planqués dans un coin avec une Renault il y F1 avait pas de stand. électrique. Ah bon Ils ont une Renault F1 électrique que Ah personne ouais ne connaît en France. Okay. Elle est exposée, elle a été chez Qualcomm l'année dernière et cette année dans une boîte complètement inconnue qui s'appelle Ali, qui fait des caméras vidéo, complètement inconnue. Mais c'est un scandale. 11 des 13 plus gros constructeurs ou des 14 plus gros constructeurs mondiaux étaient au CES et il n'y avait pas PSA et Renault qui sont dans le top 15. Donc ça, c'est pas normal. Valeo y était que pour la deuxième fois. Alors que tous leurs concurrents, ils sont depuis 15 ans. Donc oui, il y a des trucs qui vont pas. Bon, voilà, alors deuxième sujet, faut pas oublier que le CES, c'est un salon quand même très orienté sur des objets médias. On a beau parler d'objets connectés, on en parlera tout à l'heure. L'essentiel du temps qu'on passe devant les objets numériques aujourd'hui, c'est pour consommer du média. Donc en fait, quand on voit au CES des télés plus grandes avec de meilleure colorimétrie ou du Dolby Atmos ou de l'audio haute résolution, donc toutes ces technologies qui améliorent le rendu du son, ça correspond à nos usages. La taille des écrans qui augmente, je crois que c'est un iPhone 6 Plus que tu as là, c'est 37% de taille de plus en diagonale que ton iPhone 5 d'avant. Ah oui. Eh bien les télés, c'est pareil. Celles qui faisaient 48 pouces, elles vont faire 56 pouces. Et comme ils disent au CES, 60's the new 50, quoi. C'est-à-dire que les télés grandissent au même rythme que les écrans des smartphones, avec plus de réalisme. Donc en fait, tout ce qui est immersif, que ce soit avec nos vrais yeux et la vraie vie, donc avec des écrans ou de l'audio, ou que ce soit avec des casques de réalité augmentée ou immersifs, comme l'Oculus Rift, dans la dernière version est extraordinaire, et qu'elle a été démontrée pour la première fois donc, au salon, on fait des trucs extraordinaires. On a cette boîte française qui s'appelle 3D Sound Lab, qui avec ce petit casque est capable de restituer un son dans les oreilles, multidimensionnel, mais qui bouge avec votre tête. C'est-à-dire que si vous tournez la tête, le son va bouger avec, en fonction des éléments dans l'espace. Donc ça va reproduire de manière plus fidèle la réalité. D'autres trucs qui m'ont étonné, c'est cette souris dont j'ai oublié la marque d'ailleurs, qui est en bas à droite. C'est une souris qui a une caractéristique, c'est qu'elle capte le mouvement, mais elle capte votre stress aussi. Donc les jeux, ils vont savoir en même temps ce que vous voulez faire avec, mais ils connaîtront votre niveau de stress. Donc ils vont ajuster le contenu éditorial du jeu en fonction du stress. Donc c'est des exemples de trucs un petit peu étonnants qui relèvent de l'hyperréalisme. Et il y a d'autres choses qui vont changer. Alors tu te rappelles l'année dernière, je t'avais parlé de papier peint ? Absolument. Eh bien c'est arrivé. Non. Ben voilà, c'est arrivé. Vas-y. Tu vas sur le stand de Sharp, eh bien ils te font des écrans circulaires, donc très adaptés à la pub de bière, comme tu le vois ici. Oui. Donc on va commencer Coca, par les verres. bière, Voilà, on va commencer par les verres. Et c'est très intéressant parce que les vidéos de Sharp montraient ça. Ils montraient une bagnole où toutes les zones angle mort étaient remplies par des écrans. Ce qui fait que tu voyais le piéton ou le cycliste qui passait et tu dis waouh. Et ça, ils le font. Ça, c'est un proto. C'est des écrans arrondis. Maintenant, avec les écrans OLED qu'on met dans des montres, on sait faire des écrans arrondis. Donc, il y a tout un tas d'usages nouveaux qui sont en train d'apparaître liés à ces nouveaux écrans. Un autre truc qui n'était pas au CES, mais dont on parle depuis 3-4 mois, Magic Leap, alors c'est une boîte qui est... Tout le monde en parle, mais personne n'a rien vu. Vous allez sur leur site, il n'y a rien. Mais j'ai regardé ce qu'ils faisaient. Ce qu'ils font, en fait, c'est quelque chose qui va transformer la réalité augmentée en étant capable de projeter dans l'œil, sur l'ensemble de la rétine, une image
qui va augmenter notre vue réelle, est capable de nous mettre n'importe quoi, mais vraiment dans un angle de vue très large. Il faut savoir que les Google Glass aujourd'hui, c'est 13 degrés. Les meilleures lunettes de réalité augmentée, c'est 90 à 100 degrés d'angle de vue, avec une qualité d'image qui est assez moyenne. La projection qui est imaginée par cette boîte-là, qui va tenir compte de l'œil, de sa position, de la rétine, de la focale et tout, elle va être capable de restituer tous les mouvements des objets en fonction de notre mouvement de l'œil. Donc on va aboutir à des solutions qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui, là encore, dans l'hyperréalisme. Mais ça, on n'y est pas encore. Un autre truc qui est très intéressant dans le côté hyperréalisme, ça c'est une start-up qui était dans la zone Eureka, où il y avait tous nos Français, là. C'est une start-up anglaise, je crois. Alors, ils ont inventé un truc qui fait du tactile dans l'air. C'est assez étonnant. Donc, tu mets le doigt comme ça au-dessus d'une surface et ça vibre en fait en fonction de tes gestes et du logiciel que tu utilises. Alors, comment ça marche? Ça fait la projection d'ultrasons, en fait. C'est le même principe qui est utilisé dans les projecteurs de son où tu entends le son à un endroit mais pas à côté. Donc, c'est un peu bizarre. D'ailleurs, il y a la même solution qui existe pour alimenter à distance un appareil. Le wireless charging, c'est connu, c'est on met un solénoïde en dessous d'un téléphone et ça le recharge. Ça existe depuis 4-5 ans en CES. Il y a des boîtes qui se sont créées, il y en a une qui a gagné un prix, qui est capable de charger à distance. Alors tu dis comment ça marche? Ça, en fait, ça envoie un faisceau électromagnétique vers l'appareil. Vaut mieux pas mettre le cerveau sur le trajet, hein, et ça charge le téléphone à distance. Et c'est un peu bluffant, c'est un peu intriguant, et je suis sûr qu'il y a des gens que ça va peut-être agacer, ou en tout cas qui vont lancer le principe de précaution sur le sujet. Il y a d'autres domaines où ça bouge beaucoup. Il y en a un où moi j'ai toujours été relativement pas sceptique, mais prudent. C'est ce qu'on appelle l'impression 3D, notamment dans sa dimension grand public. Alors moi je reste quand même l'avocat, pas sceptique, mais je reste persuadé que pour au moins 5 à 10 ans, l'impression 3D, ça restera un truc extraordinaire pour les entreprises, pour les startups, pour le prototypage, pour faire des petites séries, pour un certain nombre de choses, pour faire des pièces d'avion. Mais dans le grand public, je pense que ça restera marginal encore très longtemps. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est de voir des imprimantes qui sont capables d'imprimer des trucs bizarres. Donc là, vous avez deux exemples. Il y en a une, c'est à gauche. Ça, c'est de l'encre électronique que j'ai vue à Tokyo, pas au CES en l'occurrence, mais à Tokyo en octobre dernier. C'est de l'encre électronique qu'on met dans une imprimante à jet d'encre normale et qui imprime de l'encre électronique au lieu d'imprimer de la couleur. Quoi. Et c'est conducteur, ce qui permet de prototyper des circuits intégrés beaucoup plus rapidement que d'habitude. Donc au lieu de passer par un système avec de la chimie et tout, on imprime ce circuit, on colle les circuits dessus avec de la colle électrique et hop, ça marche. À droite, là, c'est l'impression 3D qui intègre et du plastique et une matière conductrice d'électricité. Et là, c'est utilisé par une boîte qui faisait une démo qui tue, même si dans le principe, c'est assez simpliste. Ils imprimaient ce petit machin, qui est en fait juste un système de 4 pales d'hélicoptère drone, dans lequel il y avait toute la connectique électrique. Et dessus, ils mettaient le microcontrôleur au milieu qui contrôlait le téléphone, le drone. Ils mettaient les 4 moteurs et hop, le machin s'envolait. Donc ça marque les esprits de voir, tac, 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 le truc, on l'imprime, on met des composants et hop, ça marche. C'était assez bluffant. Et on n'est qu'au début. Je pense qu'on va voir apparaître des imprimantes multimatériaux avec toutes sortes de matériaux transparents, métalliques, pas métalliques, etc. C'était une des annonces de MakerBot au CES. Et MakerBot, ce qu'ils annonçaient, eux, c'est des matériaux plastiques dans lesquels ils mettent de la fibre de carbone ou du métal ou de la pierre pour donner de la texture qui ressemble à ces matières d'origine. L'autre phénomène, alors qui est lié aux objets connectés, qui m'a marqué, alors les objets connectés, il y en a dans tous les domaines. C'est tout un roman. Dans le rapport du CES que je fais, je fais 20 pages de plus que l'année dernière, rien que sur les objets connectés. Tous les domaines sont concernés, le sport notamment, qui est extraordinaire. Une question. Est-ce que tu as fait le delta entre les objets connectés que tu avais évoqués l'année dernière dans ton rapport, qui ont disparu, qui ne se sont pas massifiés, et puis les nouveaux que tu parles cette année? C'est difficile à dire. Parce que du coup, on a l'impression qu'il y en a tellement c'est impossible. qu'on se dit qu'il y en a qui sortent et à peine ils sont sortis. Il y en a qui disparaissent. Par exemple, la fourchette connectée de Happy Fork, elle a disparu non pas parce que ça ne marchait pas ou parce que je ne sais pas quoi, ou c'était dur à fabriquer, mais parce qu'il y a eu une mésentente dans les fondateurs de la boîte. Donc, ça arrive. Résultat, il a fait un biberon, le gars. Il a changé. Mais non, le phénomène qui est... Alors, on ne peut pas savoir, parce que comme toutes les startups ne sont pas cotées, elles ne publient pas leurs résultats. Alors, soit elles meurent et elles disparaissent, soit elles ne meurent pas, mais ça ne veut pas dire que ça marche. Donc, tu ne sais pas. Donc, tant que la boîte n'a pas émergé ou se fait racheter par Google ou Facebook ou je ne sais pas qui, tu ne sais pas. Et même d'ailleurs, quand ça se fait racheter par Google ou Facebook, tu ne sais pas non plus, parce que tu n'auras jamais les résultats détaillés dans leur compte public. Ce qui était nouveau cette année, et qui continuera à l'être dans les années qui viennent, c'est ce que j'appelle l'innovation par l'intégration ou le mash-up des objets connectés. C'est-à-dire des objets qui essayent de changer les périmètres des catégories en intégrant plusieurs fonctions. Alors je vous donne 3 exemples. Le dernier, je l'ai déjà donné, c'est la souris qui contient donc un capteur de pouls et un ampédance-mètre pour connaître votre stress. Vous avez la caméra de WeThings qui est sortie il y a quelques temps, mais qui intègre pas mal de choses, qui non seulement
à la vue, mais à tous les aspects sensoriels complémentaires qui vont être de savoir ce qui se passe dans la maison de manière globale. Vous avez beaucoup d'éclairage hybride avec soit une caméra intégrée, ça c'est en fait un éclairage qui sert en même temps de caméra de surveillance. Vous avez, comme chez Awox de Montpellier, l'éclairage qui est combiné à l'audio, ça c'est classique. J'ai vu des boombox où il y avait carrément le système de boîte de nuit avec l'éclairage de boîte de nuit intégré dans la boombox. C'est complètement con, c'est pas connecté du tout, mais c'est un exemple d'innovation par l'intégration. Okay. Alors ça se manifeste dans d'autres domaines. Chien et chat. Alors les animaux, c'est un nouveau marché. Ça, là, c'est un exemple de migration de valeur. Vous avez d'un côté PetNet.io qui fait un distributeur de croquettes connecté avec une application smartphone. De l'autre côté, vous avez PetCube, caméra laser. Donc ça permet d'occuper son chat à distance du Est-ce qu'à bureau. distance, tu lances un laser rouge? Comme vous êtes vachement occupé au bureau, vous allez l'occuper comme ça. Le problème, c'est que pourquoi l'un et pourquoi l'autre? Et là-dessus, paf, c'est pas compliqué. Il y a un mec qui arrive avec la caméra, qui fait les trois à la fois et qui va tuer les deux autres probablement, normalement, s'il a un prix qui est convenable. Alors l'autre phénomène, c'est de voir ce phénomène qu'on appelle la nestification ou l'ubérisation. Alors j'ai découvert qu'en fait, on allait maintenant nestifier les parents. Alors, on pourrait dire les mamans, mais c'est les parents. Les parents, pourquoi? Parce qu'on a le biberon connecté qui vérifie qu'il n'y a pas d'air qui passe dans le biberon et qu'il n'y a pas de grumeaux. Il y a la tétine connectée qui va faire biper votre téléphone si votre gamin perd sa tétine, ce qui est quand même vachement important. Vous avez ça va beaucoup biper alors. Le strap, moi je la ramasse toutes les minutes. Le strap qu'on met sur la peau du bébé et pour les adultes, ça marche pour les peaux d'adultes aussi, mais qu'on met sur la peau du bébé pour les parents qui sont toujours anxieux, qui veulent savoir si le bébé n'a pas la température, il dort bien, etc., etc. Vous avez la brosse à dents, pas pour les bébés, mais pour les enfants plus grands, qui sont combinés à des applications où on leur fait brosser la girafe, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, l'image virtuelle qui apparaît sur le téléphone, c'est l'équivalent du brossage de dents de la girafe, de ce que fait le gamin sur ses propres dents, pour gamifier le brossage à dents, pourquoi pas. Et vous avez aussi Mamaru, ça c'est taïwanais, et donc c'est une sorte de chaise à bébé qui se programme par votre smartphone et qui va bercer le bébé et lui jouer de la musique, parce que vous pouvez connecter votre téléphone dedans. Donc ça, c'est une façon c'est rigolo. Mais ça correspond en fait à un phénomène qui est complètement paroxystique avec les objets connectés, qui est qu'on crée une espèce d'homme assisté dans tous les domaines. C'est un peu du tout et n'importe quoi. Il y a des cas où ça marchera, des cas où ça aura du sens. Est-ce que ça correspond vraiment à une demande ou c'est juste parce que c'est possible par la technologie? Et puis il y a ça aussi. Tu le connais celui-là? Non, vas-y. C'est Howard the Duck. En fait, donc c'est un canard connecté, toujours pour les mamans qui veulent occuper leurs enfants dans la baignoire en l'occurrence. On peut le faire aussi avec les adultes si vous voulez. Mais donc le canard, d'abord il a des LED de couleur à l'intérieur qui changent de couleur en fonction de la température. Vous savez, les gamins qui vont dire l'eau est trop chaude. Donc le canard il devient vert, enfin jaune. Quand la température est bonne, il est rouge si la température est trop élevée, au-dessus de 37 degrés. Et après, une fois que le canard est dans l'eau, comme il est haut-parleur Bluetooth waterproof, eh bien, la maman peut lancer une musique sur le canard. Depuis le bureau. Voilà, éventuellement, ou pour remplacer la nounou. Ou la nounou, elle est là pour vérifier que ça se passe bien, mais c'est la mère qui s'en occupe à distance. C'est n'importe quoi, mais il y a des boîtes qui se créent là-dessus, et c'est comme ça. Alors, le problème des objets connectés, c'est qu'il y en a. Je joue à la musique, je m'en fous. Non. Je suis le dernier. Continue, t'es le dernier. Donc, je suis le dernier. Là, on est freestyle. Un autre truc qui est pas passionnant, qui est stratégique, c'est que tous ces objets connectés qu'on a dans tous les sens, notamment dans le smart home, parce qu'il y a ce qu'on a sur soi, notamment lié à la santé, il y a ce qu'on met à la maison pour surveiller la maison, vérifier qu'on ne consomme pas d'énergie et qu'il n'y a pas de cambrioleurs et ceci et cela, et qui compte le nombre de personnes qui sont dedans, qui vérifie que les amis de la copie de sa fille, c'est les amis qui sont les amis officiels, etc. Tous ces trucs-là, il faut les coordonner. Et donc ça, c'est... Depuis que je vais au CES, ça fait 10 ans, il y a toujours le même bordel. C'est-à-dire qu'il y a plein de consortiums qui se créent dans tous les sens. Et c'est incompréhensible. J'ai essayé de mettre dans un slide tous les consortiums, les objets connectés, pour faire la distinction entre les OZO du Zigbee et du Z-Wave, qui en fait ne gèrent que la couche réseau qui relie sans fil les objets connectés. Des OZO qui sont au-dessus, notamment la Holcim Alliance et la Open Interconnect Connection, les OIC, qui sont les deux plus importants, qui eux s'intéressent à la couche logicielle, à la couche applicative, pour connecter les objets. Sachant que derrière, il y a tout un tas d'acteurs. Et là, on retrouve les guerres industrielles habituelles. Derrière la Holcim Alliance, tu as Qualcomm et tu as LG. Entre autres, ils sont plusieurs, mais il y a surtout Qualcomm. Et de l'autre côté, tu as Intel qui est concurrent de Qualcomm et tu as Samsung qui est concurrent de LG. Donc, sachant que Holcim est vachement avancé, ils ont beaucoup plus d'amis que Open Interconnect. Pour l'instant, pour l'instant, celle de gauche a plus d'amis que celle de droite. Et la dernière, c'est Hypercat avec Google. Donc, c'est toujours le même bazar avec les jeux des industriels qui essayent, avec des jeux d'alliance, d'imposer des standards. Alors, Samsung
a fait un keynote d'1 heure avec un PDG qui a dit je suis ouvert, etc. Ouais. Et quand on grattait, le mec il disait on est ouvert, là, comme Ballmer avec les développeurs. Ouais. Et sauf que là, quand on creuse, c'est juste le fait que ces objets, ils ont des SDK et des API, donc qui permettent de taper dedans, ce que font tous les objets connectés. Donc oui, ils sont pas plus ouverts que les autres. Il y a rien d'extraordinaire là-dedans. Un autre truc important quand tu visites le salon, c'est que tu vois plein d'objets dans tas de catégories. Et la vraie question qu'il faut se poser, c'est où est-ce qu'ils sont dans l'échelle de Richter du volume. Donc là, j'ai une échelle de Richter à 9 niveaux, 1 jusqu'à 1 milliard. Et donc, il y a des produits qui sont en haut, les plus connus, les Facebook, les Google et les Apple, enfin les produits ou sociétés. Qui étaient tous les 4 absents du CES. Et ils sont présents parce qu'ils ont tout leur écosystème qui est là. Absolument, mais pas en direct, c'est ça qui est pas en direct. Mais ça a toujours été comme ça. Apple est dans aucun salon et tu le verras jamais dans une conférence. Est-ce que tu as déjà réussi à faire parler un mec d'Apple dans une conférence à Paris ? J'ai essayé. Tu peux faire des anciens d'Apple, il y en a un qui est bien connu, mais avec des existants, impossible. Donc ça, ils ont une stratégie d'isolationnisme marketing qui est bien connue. Et donc l'enjeu pour les Oculus Rift, pour l'impression 3D, pour tout un tas de produits, c'est de savoir est-ce qu'ils vont rester à l'échelle 4 de Richter, à l'échelle 5, 6, 7 ou 8, est-ce qu'ils vont être capables de monter jusqu'au 9 ? Et ça, c'est l'enjeu macroéconomique le plus important pour tous les acteurs de ce marché-là, c'est où est-ce qu'on est là-dedans et comment on monte d'un cran le plus rapidement possible, parce que ce sont les effets de volume qui font les grands succès économiques de cette industrie. Conclusion, un seul raccourci, une obligation, slide suivant. C'est lire le rapport du CES. Voilà. Il sort juste après votre petit déjeuner, donc lundi prochain. Et il va être gros, il fait 300 pages. Je suis désolé. Vous pouvez lire en pièces détachées, chacun avec le morceau qui vous intéresse. Si vous vous intéressez qu'à l'audio, il y en a encore. Ou que la photo, il y a le chapitre réservé. Les objets connectés, c'est 50-60 pages. L'automobile, j'en parle beaucoup. La conduite automatique, semi-automatique, l'embarqué. Je traite de tout, même des semi-conducteurs, même des composants. J'aime bien regarder, en fait, parce que c'est bien gentil de parler des objets connectés. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Et d'où ça vient ? Est-ce que tu sais quel numéro 1, je l'avais dit la dernière fois, mais le numéro 1 mondial des MEMS qui sont les objets connectés, c'est une boîte française. Oui. C'est ST Microélectronique, ils sont à Grenoble, ils sont alliés à des Italiens, c'est une boîte franco-italienne. Ils font 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais ils font 1 milliard d'euros rien que dans les MEMS, donc ces petits capteurs qu'on met dans les objets connectés. Donc dans Nest, c'est dans rapport. Ils sont dans Nest, tout ça c'est dedans. Ok, super. Voilà. Merci beaucoup Olivier. Bonne lecture. Super, on peut le remercier.